Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Quand le mouvement jaune, le mouvement gilet jaune, a déboulé dans les réseaux sociaux, c'est à peine s'il avait été pris au sérieux. Et même quand il a commencé à investir la voie publique, l'État français n'a pas jugé bon lui accorder plus d'importance que s'il était une banale manifestation d'humeur pour une revendication tout aussi banale sur une question de prix du carburant. Personne n'aurait imaginé à ce moment une telle lame de fond, une si formidable clameur, une telle violence aussi, et surtout une solidarité aussi massive de la société française avec ses sans-culottes nouvelle génération sortie des plis d'un malaise dont personne n'imaginait qu'il puisse ainsi susciter une telle adhésion de la société française, d'effrayer autant la chronique mondiale. Le mouvement a vite fait de passer du blocage de la circulation aux manifestations dans les villes, puis de celles-ci à celles de la capitale française chaque samedi, au cœur même de Paris, en plein Champs-Élysées, l'artère la plus emblématique de la France, la plus belle avenue du monde, comme on dit, le temple de toutes les grandes marques, des palaces les plus prestigieux, des restaurants les plus huppés, là où les Saoudiens vont faire leur virée rituelle en Porsche ou en Lamborghini. Nous sommes aujourd'hui le 4e samedi de manifestation, le 4e round, pour reprendre la formulation des Gilets jaunes. Et malgré l'intrusion des casseurs et de groupuscules extrémistes, de droite comme de gauche, par ailleurs, le mouvement est en train d'ébranler les fondements mêmes de l'édifice socio-politique français. Mais pas seulement, puisqu'il est en train de faire des émules en Europe et en Afrique, où des balbutiements jaunes, si je peux me permettre, se font entendre. Nombreux sont désormais les observateurs et les politiciens qui parlent de mouvements révolutionnaires. Nombreux aussi, sont ceux qui pensent qu'un monde nouveau est en train de naître sous nos yeux. Nombreux aussi ceux qui affirment que les paradigmes politiques, les échafaudages démocratiques sont tombés en désuétude, qu'il y a lieu de les repenser en profondeur, que l'injustice sociale est de plus en plus hurlante, que les laissés pour compte ne se comptent plus, que les gens qui travaillent souvent très dur ne parviennent plus à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires au moment où les privilégiés de la République vivent dans des bulles dorées. Le chef du gouvernement français a suspendu les mesures qui ont mis le feu aux poudres. Et le président français a fait mieux et plus fort. Il les a tout simplement annulées. Mais cela n'a eu quasiment aucun effet sur la marche des événements, encore moins sur la focalisation de toutes les haines sur sa personne. Un train semble être vraiment parti pour une destination qui pourrait être celle d'un changement radical. Aujourd'hui. Le Parisien, Gilets jaunes, acte 4, le jour le plus long pour Macron, par Valérie Acou. Sputnik News, de Bruxelles à Bagdad, les Gilets jaunes s'internationalisent, par la rédaction. Libération, les Gilets jaunes vus de l'étranger, dis donc, c'est la révolution en France, par Pierre Alonso. Gilets jaunes, un mouvement révolutionnaire? Point d'interrogation, bien sûr. Et nous allons commencer par rejoindre nos correspondants Nasser Joudi Mkhlouf Mellel, qui se trouve sur les Champs-Élysées, où c'est aggloméré en quelque sorte le principal de la manifestation parisienne. Nasser Joudi, vous êtes avec nous? Ahlan Jamal, bonsoir Jamal, je suis bonsoir. avec vous. Bonsoir Nasser.
Alors, Jamel, on est donc aux Champs-Élysées, donc toute une présence impressionnante des forces de l'ordre. Tout a été bloqué, toutes les artères qui mènent aux Champs-Élysées ont été bloquées. Il faut dire que le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, certes qu'il était là, mais il n'était pas aussi impressionnant que celui de samedi dernier. Il y avait de la casse d'un côté, mais je pense que la présence des forces de l'ordre qui était impressionnante, on avait des autos blindés, on se dirait qu'on était en guerre. J'ai parlé avec des gens qui connaissent très bien Paris. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu des images comme celle-ci. C'est des images, ils ont dit, qui ont vu des images peut-être en 68, quand il y avait le mouvement de la jeunesse en 68. Oui. Mais c'était impressionnant, Jamaldine, impressionnant. Alors, les moyens utilisés, c'est les moyens habituels, grenades lacrymogènes, matraquage, charges contre les manifestants? Oui, il y avait un bras de fer. Donc, d'un côté, le mouvement des Gilets jaunes, de l'autre côté, les forces de l'ordre. Il y avait beaucoup de gaz, donc de lacrymogènes. Bien sûr, il fallait quitter la place parce qu'on n'arrive plus ni à respirer. Donc, ce bras de fer est resté quand même des heures et des heures, malgré la pluie. Le mouvement, les personnes qui sont venues manifester ne sont pas parties. Mais je pense, vous voyez maintenant le déplacement de quelques véhicules qui ont été déployés sur les champs. Certes, derrière nous, il y a aussi des moyens impressionnants, Jamaldine. Derrière. Alors, est-ce qu'il y a eu autant de casses, ça veut dire ces fameux casseurs dont on parle, que le samedi passé et celui d'avant, ou est-ce qu'il y en a eu moins? La casse, on a vu des magasins cassés, mais je pense que beaucoup de magasins ici, les propriétaires ont pris les mesures, donc ils ont barricadé les magasins, les restaurants. Vous savez très bien que cette avenue est très fameuse. C'est une avenue qui est très connue dans le monde, où surtout le mois de décembre, ça bouge très très bien. C'est le mois des festivités, mais c'est l'arrêt total de l'activité commerciale ici. Aucun magasin est ouvert. On a vu du magasin quand même qui était cassé. Certes, la casse n'est pas celle à l'ampleur de celle de samedi passé, mais il y a eu des casses, Jamal. Alors, certains médias français parlent de 55 blessés juste à Paris. Alors, selon vous? Il y a eu des blessés, bien sûr. Je vous ai dit, il y a eu un bras de fer entre les manifestants qui ne voulaient pas quitter cette avenue et de l'autre côté, les forces de l'ordre. Mais je pense que le nombre des forces de l'ordre qui a été déployé aujourd'hui a fait la différence à la fin. Je pense que les forces de l'ordre ont contrôlé la situation, mais il y avait aussi, comme je vous ai dit, un bras de fer. Il y avait beaucoup de gaz lacrymogène qui a été utilisé. En parlant avec beaucoup des Français qu'on a rencontrés, ils ont dit que le mouvement est là, il reste, que leurs revendications seront toujours là. Ils demandent, il y a même des manifestants qui demandent le départ de Macron, du gouvernement, et on est en train de voir que les demandes aussi montent d'un cran. C'est pas seulement on n'en parle plus des taxes. On m'a dit clairement que la France était champion du monde du football et malheureusement de l'autre côté la France est champion du monde des taxes. Merci Nasser Joudi. S'il y a quoi que ce soit de nouveau, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci Nasser Joudi. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, quel est donc ce mouvement Dieu Nord Excellence? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique? Comment ça a démarré? Pourquoi? C'est un mouvement qui est inédit et tout à l'heure, lors du GNI, vous avez très bien expliqué un petit peu l'historique de ce mouvement. Je vais me permettre de vous interrompre. J'ai oublié de vous présenter. Alors, Dieu Nord Excellent, hein. Oui. Vous êtes conseiller municipal à Villetaneuse. Tout à fait. Dans la banlieue parisienne. Oui, juste pour à ceux côté. qui ne connaissent pas. Voilà. Oui, avec nous, Youssef Girard, qui est historien,
qui a déjà participé avec nous à Al-Mararibia. Idir Ounoren, qui n'est plus à présenter ici, qui nous accompagne souvent par ses analyses politiques. Bonsoir à vous trois, merci. Et je vous laisse poursuivre, excellent. Oui, je disais tout à l'heure, vous avez clairement expliqué l'historique un petit peu. Il faut ne pas oublier que le gilet jaune, c'est un équipement de sécurité que l'on porte tous dans un véhicule, en tout cas tous ceux qui ont un permis de conduire, qui peuvent piloter un véhicule, une voiture, ont un gilet jaune. Quand on est en panne. On le porte quand on est en panne. Et aujourd'hui, ces personnes, et c'est une obligation légale. D'ailleurs, si vous ne le portez pas, vous risquez de prendre une amende. Et c'est très sécurisant parce que vous pouvez être vu de loin. Aujourd'hui, ce mouvement a été porté avant toute chose par les réseaux sociaux. Et ces personnes qui ont décidé de se mobiliser déjà sur les réseaux sociaux en prenant symboliquement ce gilet jaune, c'était par rapport à la hausse des prix du carburant qui était prévue par le gouvernement dès début janvier 2019. Oui. Donc, il y a eu des messages qui ont été relayés, des vidéos, des messages qui disaient « mais on ne peut pas accepter autant d'augmentation » parce qu'il y a eu un contexte aussi de politique fiscale qui a été à l'avantage des mieux doté en capital économique. D'ailleurs, le président Macron est considéré comme étant le président des riches. Ça n'a pas été dit que par les personnes qui portent aujourd'hui les gilets jaunes, c'est l'ensemble de la classe politique. Nous allons parler tout à l'heure de cette focalisation sur la personne chef de l'État français. Il y a des personnes qui se sont senties lésées, qui ont considéré que dès lors, pour se faire entendre, il faut construire une mobilisation collective. Et ce qui est inédit, c'est que c'est une mobilisation collective qui a été construite sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la grande question que tout le monde se posait, est-ce que cette mobilisation virtuelle allait être à la hauteur de la mobilisation réelle? Et d'ailleurs, depuis 4 semaines, cette actualité nous focalise tous, donc c'est la preuve que ça a fonctionné. Pour faire un petit aparté avec l'histoire de la Révolution, vous savez que les sans-culottes, c'était un terme méprisant qui était accordé aux révolutionnaires, la classe populaire qui se révoltait, parce que à l'époque, je ne pense pas que c'était méprisant. À l'époque, les gens du peuple ne portaient pas de culotte. La culotte, c'est un peu comme la culotte du cheval. Tout à fait. Le pantalon de l'époque. Du coup, ils avaient un pantalon. Eux, ils avaient un pantalon. On disait que ce n'était pas des sans-culottes parce que ce n'était pas des nobles. Aujourd'hui, le gilet jaune, c'est une tenue qui est devenue populaire. Tout le monde peut porter ce gilet jaune. C'est un peu l'équivalent des sans-culottes. C'est l'équivalent des sans-culottes. Et aujourd'hui... Justement, j'aurais une question pour vous sur ça tout à l'heure. Donc, ce mouvement est vraiment parti d'un ras-le-bol fiscal pour voir le pouvoir d'achat populaire avant tout. Et ce qui est aussi inédit, ce n'est pas une organisation politique, encore moins une organisation syndicale qui porte justement cette mobilisation, d'où la raison pour laquelle il n'y a pas de représentants. Et aujourd'hui, on essaie de donner des différents degrés de niveau de gilet jaune entre les pacifistes, les constructifs. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est un mouvement inédit et qui a fait son chemin. Aujourd'hui, on voit qu'il a capacité de mobiliser l'ensemble de la classe politique, l'opinion publique d'ailleurs, qui lui est favorable encore aujourd'hui. Oui. Donc voilà, c'est inédit. Et aujourd'hui, ces personnes sont déterminées et attendent des réponses concrètes à leurs revendications. Et justement, Idir Ounoren, certains observateurs, certains politiciens parlent de révolution. Mélenchon, par exemple, considère que le mouvement des Gilets jaunes est une révolution citoyenne. Vous pensez que c'est le cas? Moi, je pense que, comme l'a dit notre ami sur le plateau, que les conditions qui ont présidé à l'éclosion dans l'espace public des Gilets jaunes actent pour moi la rupture entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, c'est le premier élément. Bon, je pense que la France, moi je suis citoyen algérien, je pense que la France vit une crise démocratique. Ou alors est-ce qu'on peut parler de crise de la démocratie française, au niveau symbolique? L'ensemble des citoyens qui sont sur le territoire français, le territoire ça a une consonance politique et humaine, c'est le territorium. C'est là où s'exerce le savoir-faire, c'est là où s'exerce, où le politique investit le physique, le territoire physique. Évidemment que c'est un semblant de révolution. Un semblant de révolution pour le moment, parce que ce que montrent les Gilets jaunes, c'est l'incapacité des pouvoirs politiques et même des corps... Certains pourraient très mal le prendre et considérer que c'est une sortie réactionnaire. Non, pas du tout. Dire un semblant révolutionnaire... Les mots ont un sens. Maintenant, oui. C'est une révolution pacifique à vouloir changer les choses, à vouloir trouver d'autres outils de représentativité, d'autres symboliques de représentation, un mode de gouvernance qui serait différent. Il n'y a aucun souci. Ça peut s'appeler révolution. Oui.
Or, en France, je suis désolé de le dire, c'est un état de droit, que vous le vouliez ou non. Mais justement... Au moment, excusez-moi, M. Oui, Benchimol, juste pour terminer. Au moment où la France est finalement dans la mercuriale ou dans l'intensité sur la sécurité liée au terrorisme est au seuil maximum ou maximal, ils autorisent des marches. La marche sur le climat a été autorisée aujourd'hui. Il y a des moyens de répression. C'est évident, parce que c'est un État de droit, c'est un État qui doit exercer son côté régalien aussi. Comparativement à nous, Alger est bunkerisé. On n'a pas le droit de manifester. Oui. Vous voyez la différence. À ce niveau-là, c'est un problème franco-français. Moi, je suis algérien. Oui, mais je me permets de vous interrompre. Alors, vous dites que c'est un État démocratique, les gens ont des moyens de protester, de revendiquer. Pourquoi donc, puisque les Français ont des députés qui sont normalement élus, il n'y a pas de fraude électorale, qu'ils ont des institutions honorables, ce ne sont pas les institutions de notre pays, en Algérie. Pourquoi alors, dans ce cas, ces manifestants ne recourent-ils pas à leurs représentants légaux et investissent-ils eux-mêmes la rue pour dire ras-le-bol, on en a marre, on ne croit plus en ces gens, on veut autre chose, c'est fini, nous en avons marre des privilèges, nous en avons marre d'un Macron qui est le président des riches, etc. Ce que je veux dire, je l'ai dit précédemment, j'ai dit il y a le mode de gouvernance qui est remis en cause. Il y a un fossé entre les citoyens qui sont dans une précarité économique, qui sont dans une précarité sociale, qui sont même dans une précarité culturelle, des familles qui ne peuvent pas emmener leurs enfants au moment des fêtes, passer quelques moments dans un centre, dans un parc d'attractions, etc. Les citoyens qui vous disent, les citoyens français évidemment, qui vous disent le 15 du mois, je suis au rouge déjà. L'exaspération. Ils sont des millions comme ça. Ils sont des millions comme ça, tout à fait. Pour ne pas dire des dizaines de millions. On parle même d'un... En France, c'est 9 millions de pauvres, le seuil de pauvreté, c'est on parle même du quart 9 millions de pauvres. Tout à fait. Ça veut dire en dessous du seuil de pauvreté. Tout à fait. En dessous du seuil de pauvreté. Et vous disiez millions, le 15 du mois ont du mal. Oui, il y a des personnes au début du mois même. 9 millions en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme. Regardez le nombre de repas qui est distribué par les associations caritatives. Que ce soit 9 millions en dessous du seuil de pauvreté. Il doit être 9 millions dans des situations un peu calamiteuses. C'est 9 millions du seuil de pauvreté. C'est énorme. Et c'est de l'ordre constitutif du malaise que vivent les Français. Les outils démocratiques qui sont mis à la disposition de la société française ne répondent plus. Il y a un fossé entre les élus, vous êtes élus, excusez-moi, entre les élus et les citoyens. À partir de ce moment-là, la représentation formelle, institutionnelle ne répond plus. Donc ils sont obligés de manifester contre le ces système élus. démocratique serait en fin de ressources. Vous l'avez même dit dans l'édito. Serait en fin de ressources. Pour moi, il est en fin de ressources. Il faut le renouveler, il faut le révolutionner. Moi, je pense que ça concerne la société française et leurs institutions et qu'ils sont arrivés à leur seuil d'incompétence, dans le sens où les institutions n'arrivent plus à répondre aux doléances des citoyens, qu'elles soient catégorielles, qu'elles soient... Quand vous pensez uniquement, quand on translate, est-ce que vous avez entendu le Parti communiste français s'exprimer? Non. Est-ce que vous avez entendu le MoDem s'exprimer? Non. Est-ce que vous avez entendu parler les Républicains, M. Wauquiez? Non. Il n'y a que deux personnalités publiques. Il y a eu. J'imagine qu'ils ont dû s'exprimer. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, ils sont inaudibles. Excusez-moi, je termine juste comme ça après vous. C'est plutôt ça. C'est peut-être le fait qu'ils soient inaudibles plutôt. Non, oui, non, mais c'est pas ça. Je ne parle pas de la crise d'aujourd'hui, de samedi en samedi. Oui. Au départ, prendre position. Les corps intermédiaires, les centrales syndicales, parce que les corps constitués, ils sont là dans leur rôle, ils répriment, il n'y a aucun souci, ils répriment en respectant la loi. Mais les corps intermédiaires, tous les syndicats, ça va à la CGT, à la CFDT, à FO, à Sud qui est réputé d'être quand même un syndicat relativement clivant, personne ne répond. Il y a une crise démocratique en France. Vous parlez de répression et d'honneur. Vous, Youssou Jira, qui arrivait des Champs-Élysées, vous étiez parmi les manifestants. J'étais à Saint-Lazare. À Saint-Lazare. Vous étiez parmi les manifestants. Oui. En termes de répression, comment avez-vous vu la chose? On est face à une répression extrêmement forte, puisqu'on nous dit que dans l'ensemble de la France, il y aurait plus de 2000 personnes arrêtées aujourd'hui. Fait suite à ça, une semaine notamment où on a vu des lycéens se faire... puisque le mouvement, on parle des Gilets jaunes, mais le mouvement, c'est un mouvement social qui s'est
nettement élargie et qui a dépassé largement la question des gilets jaunes du départ et de la question des taxes. On n'est plus du tout là-dessus. La preuve, Macron a dit qu'il retirait les taxes, ça n'a rien changé, les gens sont toujours dans la rue. Donc on a eu une répression extrêmement forte durant la semaine écoulée, de samedi dernier, où déjà la répression était extrêmement brutale. Pendant toute la semaine, on a vu des lycéens se faire malmener, plus que malmener, parce qu'il y en a qui sont défigurés par l'utilisation d'armes létales comme ce qu'on appelle le flashball, qui est une arme extrêmement dangereuse. On le voit au cours... Létale, peut-être, pas létale. Non, létale. Elle peut être létale si elle a tué. En fait, elle est qualifiée de non létale, mais elle peut être létale. Voilà. Une balle qu'on vous reçoit en plein visage. On voit qu'au cours des manifestations, je crois qu'il y a 3 personnes en France qui ont perdu des mains. Il y a un lycéen qui a été défiguré cette semaine, je crois que c'est à Gonesse, si mes souvenirs sont bons. Il y a une femme à Marseille, une Algérienne, qui a été tuée suite à ce que... Un tir de flashball directement en plein visage. C'est pas un flashball, c'est une grenade lacrymogène en plein visage. Ah, une grenade lacrymogène, d'accord. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont défigurés, on voit qu'il y a des personnes, des lycéens qui ont été humiliés à Mantes-la-Jolie, on voit qu'il y a des gens qui sont amputés, défigurés. On arrive à un état de répression. Vous montriez tout à l'heure des images des Champs-Élysées. Les chars ont été envoyés dans la rue parce qu'on parle d'engins blindés. C'est tout simplement des chars qui sont pas en kaki parce que ce ne sont pas des chars, ce sont des autos blindés. Ce sont des chars. Le char est muni d'un canon. On peut utiliser dans des scènes de guerre quand même. Ce sont des engins qui sont équipés. La seule différence qu'il y a avec les chars de l'armée, c'est que c'est des chars de la gendarmerie, donc ils ne sont pas en bleu et qui sont effectivement, ils n'ont pas de canon. Exactement. Non, c'est des blindés légers. Il n'empêche que c'est des blindés. C'est des blindés légers. On envoie des blindés face à une population désarmée. On est arrivé à un niveau de répression. Est-ce que ce n'est pas plutôt extraordinaire. à but dissuasif plutôt que répressif? Mais quand on enferme quand on maintient pendant 4 heures des lycéens en position assise dans une cour c'est même pas une école, je crois que c'est d'un logement, pendant 4 heures. On va essayer de passer ces images tout à l'heure. En plus, ce sont des policiers. Et puis les commentaires, les commentaires sont très bizarres. Ce sont des policiers qui filment, ce qui va à l'encontre de la loi. Normalement, ils n'ont pas à faire ça. Qu'en plus, derrière ça, le ministre, au lieu de prendre ses distances avec l'action de ces policiers, la justifie. Que le rectorat de Versailles, qui est en charge de ces mineurs, le justifie aussi. L'État français est dans une situation de répression. Vous parliez d'autres États qui s'en rapprochent de plus en plus. Je vous donne la parole dans un instant. Juste, on va écouter un manifestant ce qu'il est en train de nous dire et je reviens à vous. Alors ? Les taxes, on n'est plus du le mouvement. Je suis déjà découvert, les gars. 45 heures par semaine. Et je suis à découvert. C'est même pas légal. Je bougerai pas. Je bougerai pas, les gars. Envoie tes gaz. Envoie-les, tes gaz. Envoie tes gaz. Envoie-les. Je bougerai pas, mon gars. C'est quoi? Ça pique les yeux, ça pique tous les jours. Ça pique tous les jours. C'est rien, ça. Je suis déjà découvert. Dionor, excellent. Oui, voilà, ce sont des images qui montrent justement le côté aussi radical et violent de ces manifestations. Aujourd'hui, on a vu, c'est plus de 80 000 forces de l'ordre qui ont été mobilisées sur toute la France. C'est inédit. On parle de 89 000. 89 000 à peu près. Oui, dont 8 000 à Paris. Dont 8 000 à Paris. C'est énorme. On a eu plus de 700 personnes qui ont été interpellées. Sinon, dans les autres régions de France et dans les autres villes de France, il y a eu autant de manifestations? Il y a eu des manifestations, sauf que le mot d'ordre, en gros, des Gilets jaunes, c'était de venir à Paris. Vous savez, c'est comme la prise de la Bastille. C'est symbolique aussi. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on dit on est dans une forme de révolution. Oui, pourquoi? Parce que imaginez que les forces de l'ordre laissent ces manifestants aller à l'Élysée. Ils seraient en capacité. Vous voyez la détermination de cet homme qui reste à genoux, la main sur la tête, gazé, et qui ne bouge pas. Ça pique tous les jours parce qu'il commence le mois à découvert et il finit l'année à découvert. Donc aujourd'hui, les gens sont dans une certaine exaspération. Et c'est vrai que la réponse qui est apportée en termes de répression
policière, elle est quand même un peu lourde. D'ailleurs, c'était largement critiqué, aussi bien l'épisode des lycéens. On a vu aussi, il y a beaucoup d'images qu'on ne voit pas, parce que les manifestations se font maintenant au sein des universités, des lycées et voire même certains collèges. Moi, j'ai mes enfants qui m'ont dit qu'il y avait des élèves qui essayaient de bloquer les cours ou qui restaient dans la rue. Donc aujourd'hui, c'est une manifestation de la population en général dans son ensemble. Ce mouvement est en plus hétéroclite. On retrouve des personnes âgées, Justement, des j'ai jeunes, une question sur ça. la On classe retrouve, moyenne. par exemple, des extrêmes des deux côtés, Des gauche extrêmes et des deux droite. côtés. C'est vrai, ça s'est vérifié Ça, c'est vérifié. Aujourd'hui, Oui. pour avoir déjà été à des manifestations d'autres ordres, syndicales ou autres, en fin de manifestation, il y a toujours des heurts entre la police, les forces de l'ordre et certains extrémistes qui veulent... De droite, de gauche. Il y a des gens qui viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre et qui viennent dans une démarche de violence. Donc là, ce qui est différent, c'est que ces formes de violence se manifestent même dès le début de ces manifestations, de ces rassemblements. Donc aujourd'hui, c'est une réalité que la réponse, en tout cas qui est apportée face à ces manifestations, la réponse policière, elle était trop violente aussi. Mais à contrario, il faut aussi reconnaître qu'il y a des extrémistes de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui profitent de cette situation de chaos. Et des casseurs aussi. Des casseurs pour des venir pillards, pour venir semer le trouble. Vous avez vu tous les magasins qui ont Et se été servir cassés, aussi gratis. pillés, voilà, bien sûr, parce que c'est le désordre. Et petit aparté, c'est qu'on montre ce qui se passe en France métropolitaine. Vous savez, à La Réunion, à l'île de La Réunion, c'est encore pire. On voit très... Il y a eu des manifestations. Ils envoient l'armée, carrément. C'est l'armée qui vient en tournée. Et là, c'est sous état d'urgence. Voilà, c'est l'état d'urgence. Donc aujourd'hui, je pense que si les manifestants français voyaient ce qui se passait à l'île de La Réunion, ça leur donnerait encore plus d'idées pour aller plus loin dans l'escalade de la violence. Parce qu'on est dans un État qui, finalement, n'a pas reconnu tout de suite le fait d'enlever cette mesure et de prendre en considération ses besoins. Le président Macron a voulu, une fois de plus, passer en force et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et je vais revenir sur cet aspect des choses, mais vous vouliez dire quelque chose au sujet des extrêmes, des casseurs Trois petites choses. Premièrement, sur cette question de la Réunion, et qu'on le voit bien, à mon avis, même quand ça se déplace, c'est-à-dire quand c'est les lycéens, c'est pas n'importe où, c'est à Mantes-la-Jolie, c'est à Garches. En fait, on est face à un État qui n'a pas terminé sa décolonisation et qui gère un certain nombre de populations de manière coloniale, c'est-à-dire ce qu'il appelle les territoires d'outre-mer qui ne sont jamais ni plus ni moins que des colonies qui n'ont pas été décolonisées. Le référendum sur la Kanaki très récemment en France est encore là pour le montrer. Donc ces territoires-là, que ce soit à La Réunion ou en banlieue, puisque ce n'est pas vraiment des Français. Mais la banlieue n'a pas vraiment participé à ces... Je finis sur la gestion de la banlieue. On voit qu'en fait, on se permet ça à Garches-les-Gonesse ou à Mantes ou des zones comme ça, parce que ce n'est pas des vrais Français en vérité, c'est ce que sous-entend l'État français et qu'on peut se permettre de les gérer de manière coloniale. Moi, les images des étudiants de Mantes-la-Jolie, ça m'a fait penser, c'est peut-être ma déformation d'historien, évidemment... Les lycéens, vous Oui, les lycéens. Oui. Mantes-la-Jolie, on les a vus pendant 4 heures assis comme ça. Ça m'a fait penser aux cérémonies de reddition au moment des massacres de Sétif. Vous connaissez tous ces images où on voit des gens alignés comme ça, où l'armée française les obligeait à se soumettre publiquement à l'autorité de l'État colonial. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir. Je voulais revenir aussi sur cette histoire de casseurs. À mon avis, ça, c'est un langage de policier, de dire qu'il y a des casseurs et des gens qui ne sont pas des casseurs. On est face à des... On voit à côté de vous, vous pouvez voir ces lycéens qui sont mis au piquet, à genoux, entourés par des policiers qui font des commentaires, d'ailleurs, si on pouvait les entendre. On se croirait pas en France, on se croirait dans un autre pays absolument. Où les droits de l'homme... c'est vraiment choquant, en effet. C'est très choquant. C'est des mineurs. Oui, c'est des mineurs. C'est des mineurs. À des lourdeurs historiques. Donc, je vous disais sur cette histoire de casseurs, à mon avis, il faut être très prudent sur ces mots-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ces manifestations, pas spécialement pour casser, mais c'est que quand ils sont confrontés à la répression policière, monsieur tout le monde, il se défend. Il y a certains qui viennent quand même pour casser. Mais voilà, il y en a quand même qui viennent. Il y a des personnes. Moi, je pense que quand vous retrouvez dans le sac de quelqu'un un marteau, des pioches, des battes de baseball,
c'est pas pour aller manifester pacifiquement. Peut-être Voilà. peut-être même un chariot. Un chariot, non, mais pour ça va faire les très loin, courses, des quoi, fois. hein. Quand on voit l'image du CRS, c'est quand même un homme, père de famille peut-être ou pas, qui se fait lyncher par des manifestants, ça donne une mauvaise image à la mobilisation qui est légitime, aux rassemblements qui sont légitimes. Du coup, moi je pense qu'il faut vraiment distinguer des personnes qui viennent vraiment pour en découdre, pour casser, ils sont dans une extrême violence, ils profitent de la situation, et les personnes réellement qui peuvent être prises peut-être dans le jeu en forme de légitime défense, parce que le monsieur qui a la main sur la tête, qui est agenouillé, qui dit « vous pouvez me gazer, je ne bougerai pas, c'est dur pour moi ». Bon, là, si cette personne riposte, c'est différent. Donc là, il faut vraiment faire la différence, je pense. C'était le troisième point sur lequel je voulais venir. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup soit de la violence de ces manifestants, soit de la violence de la répression, mais il y a une première violence dont on ne parle pas, c'est la violence institutionnelle, quotidienne, qui fait qu'en France, il y a 10 000 personnes, par exemple, qui meurent chaque année des suites du chômage, qui se suicident, etc. Donc il y a une violence sociale de l'État et des institutions françaises qui est extrêmement forte. Et donc, à un moment, effectivement, l'exaspération fait que après, il y a une violence révolutionnaire ou une violence contestatrice. On va écouter justement, et je vous donne la parole tout de suite après Idélonoron, on va écouter, on va voir directement avec son ces images de lycéens qui ont été mis au piquet en quelque sorte, puis on reprend la discussion. Et le commentaire avec, bien sûr. Voilà une classe qui se tient sage. Inacceptable. C'est les pères fouettards. Ouais, c'est inacceptable. Idélonoron, je vais vous poser une question un peu... Aujourd'hui, avec le recul du temps, quand on pense à la Révolution française, 1789, la Révolution des sans-culottes, hein. Mais aujourd'hui, nous avons appris, nous avons un historien avec nous, qu'en fait, la Révolution française, si le train était celui des sans-culottes, les rails étaient ceux de la bourgeoisie qui voulait supplanter la noblesse à l'époque, qui avait pensé la Révolution et qui l'avait fait faire par les sans-culottes. Aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est qualifié par beaucoup de mouvement révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont derrière en train de le penser et de le conduire, de le télécommander? Moi, je ne poserai pas la problématique comme ça parce que ce mouvement, il n'est pas sorti ex nihilo de nulle part. Et si les observateurs de la scène politique française pensent que c'est simplement la taxe sur le carburant qui a fait exploser ces gilets jaunes, ils se trompent lourdement. La taxe sur le carburant n'a été que l'inducteur, le déclencheur, qui renvoie à un malaise social profond, un malaise économique profond, où les gens n'arrivent même plus à se nourrir correctement, n'arrivent même plus à éduquer leurs enfants correctement. C'est de ça qu'est parti. Et comme l'ensemble des citoyens ne se reconnaissent plus dans la classe politique... Ça expliquerait toute cette solidarité? La solidarité, il y a un rapport de Sevipov qui est paru au mois de septembre sur la politique de M. Macron, parce qu'il faut revenir à la personnalité de M. Macron. Moi, je le qualifie de personnalité... il a le syndrome d'hubris. Au-delà il a qualifié des ouvrières d'un abattoir d'illettrés. Il s'est excusé au sein de l'Assemblée nationale. C'est un peu le syndrome du premier de la classe? Même pas hubris, c'est-à-dire une espèce de mégalomanie, et c'est moi qui décide, Jupiter. Il a lui-même dit. Au niveau de la gare, il a dit il y a des gens qui n'attendent rien. Je vous conseille de voir Le désert des Tartares. C'est un excellent film. Et un excellent Troisièmement, l'horticulteur, le jeune horticulteur qui l'apostrophe poliment aux portes de l'Élysée, il dit « moi je traverse la rue, je trouve du travail ». C'est cette espèce de condescendance que la société française a pris, qui le démonétise totalement. Oui. Et pour revenir au rapport du CEPIVOP, 8 Français sur 10 refusent les mesures de transformation d'Emmanuel Macron. Ce qui laisse supposer, on ne peut pas soupçonner le CEVIPOF d'être idéologiquement... Je me permets de vous interrompre. Oui. Est-ce que ça expliquerait le fait, ce que vous êtes en train de dire,
que même annuler ces taxes sur le carburant n'ont pas empêché le mouvement de se poursuivre. Le seul handicap pour le mouvement, c'est la périodicité des marches. De samedi en samedi, il risque de s'essouffler. Regardez ce qu'ont fait les pouvoirs publics français avec certains gilets jaunes qui se disent gilets jaunes libres. Ils les ont reçus à Matignon avant-hier. Il y a beaucoup de personnalités politiques, mi-figue, mi-raisin, qui ont appelé au calme. Mais je pense que l'État français, à sa tête le président Macron, va attendre l'essoufflement du mouvement. Il faudra attendre aussi ce qu'il va dire mardi. Par contre, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Girard, c'est ça l'historien? Oui. Ces images que vous assimilez à 1945, je veux bien, l'ordre colonial français a été abject en Algérie, ça paraît évident, ça c'est mon sentiment. C'est des images aussi de nazisme. Les nazis ont réagi comme ça quand ils ont exécuté, ne serait-ce qu'on est troupé de la station de métro de Guy Môquet, le jeune communiste qui avait 17 ans. Maintenant, vous translatez et vous faites le linkage de lien avec le truc de la Nouvelle-Calédonie. Je suis désolé, la Nouvelle-Calédonie, ça a été un long processus qui a commencé avec le processus de Matignon, sous Michel Rocard. Il y a eu l'affaire de la grotte Ouvéa. Maintenant que vous estimiez, vous, que l'État français a des positions coloniales par rapport à une certaine population qui font partie de la nation française et qu'on n'a pas donné les outils nécessaires pour qu'ils s'émancipent et pour qu'ils rentrent en République, c'est un débat. Mais par contre, je trouve, excusez-moi de vous le dire, je trouve un contenu assez idéologique chez vous. Donc on n'aborde pas les problèmes sous l'angle de la globale, vous les abordez sous un angle militant. Alors si vous abordez sous un angle militant, dites-le nous, parce que ça nous permettrait d'avoir un débat de qualité. Comme c'est un autre sujet, nous n'allons pas polémiquer là-dessus. C'est toujours le dire, mais j'aimerais que quelqu'un parmi vous me réponde. Est-ce que ce mouvement va rester un mouvement d'humeur qui va se dissiper avec le temps ou avec la satisfaction des revendications, ou est-ce qu'il va donner le jour à quelque chose d'autre, la naissance d'un nouveau monde, d'un monde nouveau? Emmanuel Macron nous avait dit qu'il incarnerait le nouveau monde. Si c'est ça le nouveau monde, par rapport à l'ancien monde, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans ce ras-le-bol. On a vu une séquence des élections présidentielles aussi inédite, où c'était le dégagisme. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a pu tirer son épingle de cette situation chaotique où il y avait vraiment un rejet de la classe politique, un rejet des représentants. Et d'ailleurs, c'est la démocratie représentative qui est complètement rejetée. D'ailleurs, pas de représentants. Et les personnes gilets jaunes qui se disaient représentants ont été tout de suite écartées parce que les personnes qui ont décidé de manifester n'ont pas considéré qu'ils pouvaient être représentés. Donc, ce mouvement, vous savez, c'est comme on va dire comme un torrent, un tsunami. À un moment, ça commence, ça monte. À un moment de pic, c'est normal, à un moment donné, que ça redescende. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé depuis ces 4 semaines, on a vu que ce soit des scènes de violence, des manifestations, le fait que le président Macron recule, ils ne veulent pas le dire, mais ils ont reculé. Ils ont reculé. De façon nette, et finalement, ils ne vont pas reculer. Ils ne s'en cachent pas. Parce qu'il a annulé la mesure de son Tout chef à fait. du gouvernement. Et on va les entendre. Dire non, pas de mémorandum comment on appelle. C'était le moratoire. Pas de moratoire, mais une annulation. Une annulation. Okay. Donc non seulement il a reculé sur ça, et je pense qu'il va encore reculer sur d'autres mesures. Aujourd'hui, les personnes demandent le rétablissement de l'ISF, qui avait été supprimé, 5 milliards d'euros. Ils demandent aussi l'augmentation du SMIC. Donc ce sont des revendications qui sont légitimes, qui étaient portées d'ailleurs par le corps syndical ou des formations politiques, qu'on n'en a plus aujourd'hui. Donc moi, je pense que ce mouvement a en tout cas marqué l'histoire politique française, parce que de ce mouvement naîtra peut-être d'autres formes d'engagement citoyenne vers une démocratie plus directe ou plus exigeante, moins représentative, voilà, plus participative et plus exigeante vis-à-vis de la classe politique actuelle qui a failli. Nos députés failli. Aujourd'hui, les personnes ne se retrouvent plus à travers ces représentants. Donc pour moi, Emmanuel Macron n'incarne pas le nouveau monde, il incarne tout simplement un porteur d'une politique ultralibérale qui n'écoute pas du tout les corps intermédiaires. D'ailleurs, si les corps intermédiaires avaient joué leur rôle, on ne serait pas retrouvé dans cette situation. Donc aujourd'hui, la possibilité est donnée, en tout cas à ce gouvernement, de reconsidérer les causes, de rebattre les cartes et d'estimer qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et je pense que heureusement, je vais dire qu'il y avait l'action de ces gilets jaunes, parce que si, et là on peut dire que les organisations politiques syndicales ne sont complètement aux abonnés absents, c'est que aucune force politique d'opposition ou pas a pu bénéficier de ce ras-le-bol, a pu
bénéficié justement de cette montée Mais, populaire justement, et, pour le coup, qui n'était pas manipulée par une formation politique, et toute récupération tentative de comme ça. Je vous remercie de m'y amener parce que c'est la question que je voulais vous poser. Parce que c'est un mouvement qui est complètement apolitique. Donc, soit on verra dans le cadre des élections législatives à venir quel sera justement l'apport de ce mouvement. Est-ce que ça favorisera la participation ou est-ce que ça augmentera l'abstention et est-ce qu'on aura en capacité d'avoir des personnes gilets jaunes qui se représentent à travers une offre politique nouvelle? Est-ce que ce mouvement des gilets jaunes va passer le témoin contraint et forcé, parce qu'il n'a pas les mécanismes, la possibilité de consultation dans un temps très bref pour pouvoir faire émerger ses représentants? Est-ce qu'il va devoir passer le témoin à la classe politique classique, j'allais dire, ou est-ce qu'il va trouver les voies et moyens pour s'organiser très très vite, faire émerger des représentants et s'imposer en tant que force nouvelle sur la place publique? Moi, je pense que ça pourra susciter un engagement chez certains citoyens qui ont été gilets jaunes. Pourquoi? Il y a des personnes qui n'avaient jamais manifesté de toute leur vie. Regardez cette femme âgée qui disait que c'est la première fois qu'elle allait manifester. En plus, elle allait manifester sur Paris. C'est quand même inédit. Il y a des personnes... On ne peut pas sortir de ce mouvement comme si c'était rien passé. Les personnes qui ont manifesté depuis près d'un mois, qui ont occupé des ronds-points, qui vont avoir des pertes de salaire pour certains. Donc c'est quand même un courage de le faire. Oui. Je pense qu'il y aura une transformation d'engagement en termes d'engagement politique. Le mouvement ne va pas s'essouffler entre-temps. Des partis politiques. Le mouvement va pas s'essouffler. Le mouvement s'essoufflera peut-être dans cette forme de manifestation, de rassemblement, parce qu'à un moment donné, oui, les leaders vont s'essouffler. En revanche, je pense qu'il peut avoir une traduction en termes de participation citoyenne, d'engagement citoyen, mais pas à l'intérieur des partis politiques, encore moins des organisations syndicales qui représentent cette démocratie représentative qui est éloignée du peuple. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et là, ça se manifeste dans les rues de Paris, dans nos ronds-points, dans nos écoles, dans nos lycées. Il y a aussi les cheminots qu'on n'a pas trop entendus. Il y a d'autres organisations, les ambulanciers qui commencent à se manifester. Ça commence à frémir un peu. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont ras-le-bol de matraquage fiscal, tous ceux qui ont ras-le-bol de ne pas pouvoir commencer le mois, vont se dire la seule façon de se faire entendre, c'est de se représenter soi-même et de manifester notre mécontentement pour faire reculer le gouvernement, chose qu'aucune force politique n'a réussi à faire, aucune organisation syndicale non plus. Youssef Girard. Deux choses par rapport à ce que vous m'interpelliez. Je pense que j'ai des idées comme tout le monde autour de cette table et je défends mes idées. Point. Après, si vous considérez que c'est des idées... Voilà. C'est-à-dire qu'on était dans un sujet très sérieux où le dogme... Je suis désolé, quand je débat... Son propos était sérieux. Ces propos qui correspondent à ses convictions. C'est-à-dire qu'il faut rester un peu... Voilà, c'est tout. Vous restez dans notre sujet, Girard. Est-ce que vous pensez que le mouvement va s'essouffler, passer le témoin, s'organiser? À mon avis, le mouvement, il est face à un double choix, enfin une double logique. Soit il va plus loin, effectivement, il y a des transformations sociales importantes qui vont se produire. Ce n'est pas simplement des transformations politiques, c'est des transformations sociales, puisque les premières revendications sont des revendications sociales. Soit il y aura effet de machine arrière, et effectivement le mouvement va s'essouffler, et il y aura une répression extrêmement dure. Et quand il n'y a pas de révolution... Il y aura une répression extrêmement dure si le mouvement s'essouffle? Oui, je pense. Ça devrait être l'inverse. Non, je pense pas. Ils ne sont pas assez bêtes pour aller provoquer le taureau, quoi, mais ce n'est pas forcément une répression au sens uniquement policière. C'est une répression économique. C'est-à-dire qu'on va avoir une contre-révolution sociale et économique avec effectivement des mesures où ils pourront aller beaucoup plus loin. Et je pense aussi au niveau sécuritaire, à un renforcement des lois sécuritaires qui sont déjà extrêmement fortes. Pour essayer d'étouffer toute velléité future de refaire le... C'est ce qui s'est passé après mai 68 en France. Hein. Vous avez eu un certain nombre d'avancées sociales, mais pour après un État qui a quand même réprimé extrêmement fort toutes les organisations et tous les mouvements qui étaient à la base de la contestation. Quand la révolution, entre guillemets, ne se fait pas jusqu'au bout, quand le mouvement social ne va pas jusqu'au bout... Après, c'est qu'une révolution jusqu'au bout. Pour vous, c'est qu'il y ait des transformations... mettre la tête de Macron sur un plateau. On n'est plus dans ça, on a changé de paradigme. Non, mais je ne parle pas de ça, je parle de transformation. Si les transformations sociales n'aboutissent pas... L'objectif, ce n'est pas de brûler l'Élysée, de brûler la Tour Eiffel, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réponse politique, économique qui soit apportée par rapport à des revendications qu'ils ont légitimes. Après, si elles n'aboutissent pas, ça aboutira
C'est fini la prise de la Bastille. C'est l'histoire. Je ne pense pas que cette histoire se répétera. En revanche, c'est pas ce que je vous dis. Oui, mais je pense que la mobilisation actuelle d'une possibilité de l'État français. Elle sera politique, Nous allons économique. laisser M. Girard aller au bout de... à aller dans un phénomène de répression beaucoup plus intense et à un État libéral autoritaire qui est déjà en voie de constitution, mais qui sera poussé à un degré... Voire la montée des extrêmes. Aussi. Oui, mais les extrêmes, notamment l'extrême droite, peuvent tout à fait se satisfaire d'un État libéral et autoritaire. Hein. Les exemples de Bolsonaro, par exemple, au Brésil, les exemples de Salvini en Italie, c'est des États qui sont libéraux au sens économique du terme et qui vont être des États de plus en plus répressifs. Donc l'État français peut tout à fait se diriger vers ça et l'extrême droite est tout à fait prête à jouer son rôle dans la constitution d'un État libéral autoritaire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que au niveau du débat, là, maintenant on parle de révolution, de contre-révolution, là c'est des manifestations d'ordre social. Une révolution, il faut d'abord la penser. Il faut des gens qui la pensent. Je ne pense pas que la société française soit encore au stade de la révolution. C'est une histoire qui est 2 fois millénaire. Sur son fronton, il y a liberté, égalité, fraternité. Par contre, il faut leur redonner du sens actuel, aujourd'hui. Par rapport à l'ordre libéral, il est vrai que M. Macron incarne la France des riches. C'est vrai que Macron, par ses attitudes, ses postures, ses commentaires, a fracturé un peu la société française, mais je ne pense pas qu'on soit arrivé au seuil critique où on pourrait parler de révolution. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'État français n'est pas... c'est un État jacobin qui décentralise autant que faire se peut, et qui pose des problèmes de niveau de compétence. Oui. Pourquoi auriez-vous raison quand d'autres politiciens, d'autres observateurs qualifient ce mouvement de révolution, d'autres de révolution citoyenne, d'autres de mouvement révolutionnaire? Moi, je dis que le mot révolution a une consonance pour moi. Oui, c'est un changement radical. Je parle de la révolution algérienne, je parle de la révolution bolivarienne, je parle de la révolution cubaine, ça a de la consonance. Mais moi, je ne m'inscris pas dans un débat franco-français à parler de révolution par révolution. C'est des situations qui ne me concernent pas, que j'observe et que je commente avec vous. Pas plus, pas moins. Cependant, pour en revenir à l'histoire de M. Macron, je suis intimement convaincu qu'il va proposer des solutions qui seraient au-delà de l'annulation, enfin du moratoire, plus l'annulation de la taxe sur le carburant. Il n'a pas trop le choix en même temps. Il n'a pas trop le choix. Oui, on ne va pas avoir un énième samedi, week-end où Paris est bloqué. On est à l'approche des fêtes. Je peux Bien sûr. Oui, mais c'est un débat aussi. C'est par rapport au continuum de l'idée. C'est-à-dire, M. Macron, excusez-moi, il va proposer... la fiscalité pose un problème pour la société française. La société française, c'est la société la plus taxée dans le monde, du moins dans le monde occidental. Ça, c'est un. Il va proposer des états généraux de la fiscalité. Un. Les territoires où il n'y a pas beaucoup de services publics, où les gens souffrent, où la mobilité est réduite, avec toutes les conséquences que ça a sur les ménages, il va proposer une conférence des territoires. À ce moment-là, je termine après vous rebondissez. Juste à ce moment-là, il va absorber tous les gilets jaunes. À ce moment-là, ils vont rebattre les cartes. Parce que croire que les gilets jaunes iront aux élections, parce que les premières élections, ce n'est pas les législatives de maintenant, hein, c'est les législatives qui arriveraient après 2017, 2022 ou 2023. Là, c'est les élections européennes. Sauf si M. Macron dissout l'Assemblée. Oui, mais ça il ne dissoudra jamais. Bien sûr. Parce qu'il n'aura plus il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais vous demander d'aller très vite, parce que j'ai 2 questions importantes à vous poser. D'abord, pourquoi M. Macron cristallise-t-il sur sa personne toutes les haines de la société, tous les fantasmes, un peu comme si sa posture de premier de la classe choquait tout le monde, dérangeait tout le monde, énervait tout le monde? Pour moi, il fait partie des personnes qui sont atteintes du syndrome d'hubris. Mais il a encore, la culture, il a le côté cosmétique, il a des idées, on ne peut pas lui nier sa brillance intellectuelle, ça paraît évident, mais d'un point de vue politique, il a fait trop d'erreurs de communication. Trop d'erreurs de communication qui ont emmené les Français à avoir une forme de rejet
Et ça Et aurait c'est été valable vrai pour qu'il toutes les les sociétés du collectionne, monde. hein, les histoires il les collectionne, et puis son qui le projet dégradent. de transformation n'a pas été, donc, expliqué de manière pédagogique envers la société. Et comme vous voyez, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les corps intermédiaires français, les syndicats sont tétanisés, les partis politiques sont tétanisés, donc ça va se jouer pour le moment entre les Gilets jaunes et l'état-major de Macron. Alors, les Gilets jaunes ont déjà fait des émules un peu partout dans le monde, notamment en Belgique, Allemagne, Bulgarie, Pays-Bas, Serbie, Tunisie, Irak, Burkina Faso. Alors, un printemps des peuples après le printemps dit arabe Non, printemps des peuples, de toute façon, les Gilets jaunes n'ont pas émergé comme ça. Ce ras-le-bol, comme on dit, c'est la goutte de carburant ou de taxe qui a fait déborder la colère des gens. C'était plus un prétexte. Voilà, ça, puisque, oui. Puisque les gens étaient déjà, le verre était déjà plein. Ça a été annulé, n'a pas arrêté le mouvement. Ça n'a pas arrêté le mouvement. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que non, on est plus dans un phénomène où, personnellement, je pense que Emmanuel Macron n'était pas prêt à être président. Une élection inédite aussi. Et aujourd'hui, on se rappelle encore du « venez me chercher si vous cherchez un responsable ». On ne peut pas être président de la République et vouloir tout porter sur soi, être le Toutankhamon, celui, l'alpha et l'oméga, être Jupiter. À un moment donné, on représente des institutions. À un moment donné, on représente le peuple. C'est une élection inédite. C'est un homme face à un peuple. On incarne le peuple. Donc, il a cru qu'en allant porter un costume et en allant défiler, on était le président. Mais non, on doit incarner autre chose. Et ça, le président Macron s'est coupé du peuple français. Et la première chose qu'il doit faire, c'est se réconcilier avec le peuple français, savoir les écouter, leur parler. C'est comme un père à son enfant. Il n'y a pas de démarche paternaliste, mais il est au-dessus. Il doit être au-dessus. Le rassembleur, il doit être protégé. Il y a des ministres, il faut qu'ils jouent leur rôle. À un moment donné, on ne peut pas tout porter. Donc, il a dit « venez me chercher ». Aujourd'hui, le peuple est en train de venir le chercher. Vous lui demandez de descendre de l'Olympe. Un peu de son piédestal et de venir écouter le peuple et de se mettre à son niveau pour être le représentant du peuple de notre 5e République. Monsieur Gérard, en peu de mots, en moins d'une minute. Oui, mais quelle est votre question? Pas de question, le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin. C'est un peu compliqué de conclure cette émission comme ça, parce que c'est une émission qui est un peu compliquée à... qui va un peu dans tous les sens. Alors je me permets de vous interrompre. On vient de nous rajouter quelques minutes, donc là, pour le coup, je vais vous poser une question, celle que je viens de poser. Est-ce que c'est un printemps des peuples? Est-ce que ce mouvement va vraiment faire des émules en Europe, mais pas seulement, en Afrique, où c'est le cas déjà en Tunisie, au Burkina Faso? Ça, j'en sais strictement rien. Si à l'extérieur, ça va changer quelque chose. En France, ça va forcément bouleverser la vie politique française pour quelques années. Comme je vous disais tout à l'heure, tout dépendra de l'issue du mouvement. Est-ce que le mouvement réussira à faire valoir ses revendications sociales ou est-ce qu'il n'y arrivera pas? Tout à l'heure, vous parliez de la fiscalité. Je ne pense pas que forcément les Français se plaignent du trop de fiscalité. Je pense que les Français, beaucoup en tous les cas, se plaignent de l'inégalité de la fiscalité. C'est-à-dire qu'elle fait porter trop sur les gens qui ont peu et pas assez sur les gens qui ont beaucoup. Et ce que beaucoup de gens réclament à travers les Gilets jaunes, c'est notamment la fin de l'abandon des services publics. Et pour avoir des services publics de qualité... Certains économistes français expliquent cela par le désir d'insuffler l'investissement, d'attirer les capitaux. C'est toujours paramétrique. C'est toujours les mesures néolibérales. Et que par ricochet, ça crée des emplois, ça permet... Le corps des ne marche pas. Les gens qui ont de l'argent, ils s'en vont. C'est les théories néolibérales qui sont appliquées en France depuis 1983, lorsque le Parti socialiste a réorienté sa politique, ce qu'on appelait la rigueur. Donc, depuis 1983, le tournant de la rigueur, on a le droit à une politique néolibérale, aussi bien par la gauche que par la droite. Et quand, même au référendum de 2005, les Français ont contesté cette politique néolibérale, on a fait fi de leur vote et on a continué à l'appliquer. Nice après. Oui, voilà, donc on a fait fi de leur vote par les accords de Nice et de Lisbonne surtout.
Bref, Ministre d'abord. ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus c'est pas forcément moins de fiscalité, mais c'est une fiscalité plus juste que beaucoup de gens réclament. Mais pour que cette fiscalité plus juste, ça veut dire qu'il faut mettre fin aux politiques néolibérales qui sont mises en place en France depuis... Et vous pensez que Macron, ce mouvement des Gilets jaunes pourrait faire changer les choses en l'occurrence, en matière de soit il les fiscalité, par exemple. Soit il les fait changer. Oui. Soit ça risque de dégénérer quasiment. Non, je pense que soit ça renforcera justement ces politiques néolibérales qui seront encore davantage mises en avant. Moi, je pense qu'il ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Ils peuvent très bien la calmer pendant quelques années, mais... Il ne faut pas oublier qu'il y aura les élections européennes dans pas longtemps. En Je pense qu'il y a un 2019. calcul politique. Donc Macron, il n'est Pourquoi pas complètement fou. C'est les élections européennes. Qui peut sanctionner M. Macron. Et donner Ce l'avantage serait au peut-être Front National, les souverainistes malheureusement. ou ceux qui préconisent de quitter l'Europe et de quitter l'euro. Donc là, c'est le débat interne français. Mais historiquement, quand on prend les grosses mesures de l'histoire française, ça sort du Conseil national de la résistance. La caisse de sécurité, c'est le Conseil national de la résistance. L'identité française est marquée par ces étapes historiques pour le bien-être des citoyens, pour le bien-être des... Quand je dis que l'État français va probablement, c'est une hypothèse, probablement entamer des états généraux de la fiscalité, notre ami M. Girard a tout à fait raison, c'est-à-dire que dans une société, la pyramide des sociétés, c'est la classe moyenne, supérieure et inférieure. Tout ce qui est dans l'enveloppe de la classe moyenne, qui est le pilier de la société. C'est sur cette société, ce groupe d'individus, dans cet espace-là, que la fiscalité est la plus forte. Vous comprenez ? Et ça déstabilise, in fine, l'ensemble de la société. Mais c'est vrai qu'une politique fiscale, le rejet de l'ISF par les Gilets jaunes, ça n'a pas été un préalable aux négociations. Le mouvement est initié par les classes populaires. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça ne va pas servir par ricochet l'extrême droite qui semble avoir trouvé un filon Oui, tout à fait. en l'occurrence. Ils sont l'extrême droite, et même, ça dépend de ce qu'on appelle l'extrême droite. Moi, je dirais que la faillite pour revenir, la faillite des gros systèmes, c'est-à-dire l'ultralibéralisme géré maintenant par le capitalisme financier, et tout ce qui est centralisme démocratique, c'est la faillite des idéologies qui a fait émerger à la fois le centre et des politiques centristes, arriver au juste milieu. Par contre, vous me dites, est-ce que ça profitera à l'extrême droite ? Certainement. Est-ce que ça profitera à l'extrême gauche ? Certainement. Sauf s'il y a un sursaut des politiques français. Ça peut profiter aux deux ? Aux deux, bien sûr. Ce serait très oui, parce qu'ils partagent à ce niveau-là, dans ce cadre précis, au-delà de leurs différences idéologiques et dogmatiques, qu'on se comprenne bien, ça participe de la même volonté, en devenant europhile pour les Français d'abord, en refusant Schengen, du moins pour l'extrême droite, et donc beaucoup d'autres mesures. Ils partagent un espace commun. On voit que l'État français joue là-dessus, parce qu'ils ont reçu un certain nombre de gilets jaunes. En vérité, c'est des gilets jaunes marqués très très à droite qui ont été reçus. Parce qu'ils veulent une scission du mouvement. C'est-à-dire qu'à force, au fil des semaines, ils voient bien que la masse des gens qui n'étaient pas forcément de droite, pas forcément de gauche, sont sur des positions de plus en plus sociales. Et que l'extrême droite n'est pas sur des positions sociales, elle est sur des positions antifiscalistes, assez traditionnelles à son idéologie, c'est-à-dire qu'ils se protestent contre... Voilà, on proteste sur les taxes contre les carburants, ce qu'ils appellent les charges sociales, qui sont en fait des cotisations sociales qui servent à payer l'assurance sociale et l'assurance chômage, etc. Excellent. Et ce que cherche à faire l'État français, c'est en vérité à scinder le mouvement en deux pour reprendre les revendications de l'extrême droite qui sont tout à fait assimilables à un projet néolibéral et de mettre de côté toutes les revendications sociales qui, elles, sont un problème pour l'État néolibéral. Alors, Dionor, excellent. Une question pour vous. On arrive à la fin. En moins d'une minute. Vous qui êtes conseiller municipal dans une ville de banlieue, comment expliquez-vous l'absence des populations de banlieue, absence remarquée. Ça veut dire, même s'ils étaient présents un temps soit peu, mais ils n'étaient pas des foules. Non, ils n'étaient pas des foules. Après, là, ça se manifeste plus à travers les mobilisations qui se mettent dans les établissements.
on l'a vu dans certains lycées, et parce que ce n'est pas leur répertoire d'action. Aujourd'hui, on voit les jeunes de banlieue s'en prendre aux forces de l'ordre quand il y a des choses qui se passent sur leur territoire, sur des questions de violence policière. Oui, ça se passe pas sur leur territoire, mais ça se passe dans leur vie Ils sont de tous les concernés jours. socialement. Le chômage, la stigmatisation, ils le sont, mais la malvie, voilà, le mal logement. Mais eux, ils sont en permanence en relégation. Ils sont vaccinés contre ça? Non, ils sont en permanence relégués, ils sont en permanence en mode contestation. Ils ont d'autres formes de mobilisation à travers la musique. Contrairement à ce qu'on croit, certaines musiques, moi je pense personnellement, le rap, le fait de chanter de la contestation, la philosophie limite, les gens peuvent moins se mobiliser physiquement. Je pense qu'ils ont d'autres formes de représentation. C'est une sécurité qui évacue un petit peu, ils expriment leur haine, ils expriment leur quoi. colère. Ils peuvent le manifester physiquement quand il y a eu des actes de violence policière, où il peut y avoir des morts, on a vu, dans les transformateurs électriques de jeunes qui se sont retrouvés électrocutés. À Clichy-sous-Bois, on a eu les émeutes à Villiers-le-Bel, on a eu des émeutes dans d'autres villes de France, où là, les jeunes se mobilisent. Tout à fait. Non, mais je sais, je parle du fait de se mobiliser pour revendiquer des choses, et être très vindicatif. Sauf que là, ils n'ont pas ces répertoires d'action, de mobilisation collective, dans le sens un peu plus général, qui iraient jusqu'à Paris pour manifester leur colère. Et ça, ça n'existe pas encore. Peut-être que si le mouvement continue ainsi, peut-être qu'il sera le bol pour aller jusque dans les quartiers populaires aussi, peut-être avoir une structuration aussi. Et puis ça, c'est parce que les Gilets jaunes ne sont pas du tout structurés par ville, par communauté, par truc. C'est vraiment et là, je me permets de vous interrompre. C'était juste sur cette question-là, sur la question de la mobilisation des banlieues. Je voulais juste te dire que vous signaliez tout à l'heure que j'étais à Saint-Lazare, que j'étais avec le comité Adama Traoré, qui est justement l'une des voix, pas la voix des banlieues, mais une des voix, puisque c'est un comité qui s'est créé à Beaumont, suite à la mort d'un jeune homme qui a été interpellé par la police. Le comité Adama a fait 2 semaines qu'ils appellent à la manifestation de samedi. Il y avait plus de 5000 personnes à Saint-Denis, plus de 500 personnes, excusez-moi, à Saint-Denis jeudi dernier pour participer à l'organisation du rassemblement d'aujourd'hui à Saint-Lazare. Donc il y a aussi des organisations en banlieue qui sont mobilisés sur ce terrain-là et qui luttent pied à pied pour avoir leur place dans ce mouvement-là. Merci Youssef Girard, merci Idir Onoren, merci Dionor Excellent. Merci à Nasser et à Makhlouf de nous avoir envoyé des images depuis les Champs-Élysées. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bslama.